Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 36 ans et je vis avec une maladie de Crohn. Bonjour, je m'appelle Mel, j'ai 31 ans et je vis avec une colite collagène. La maladie de Crohn, a priori, n'est pas une maladie qui est directement mortelle. Elle évolue et comme elle touche l'organe digestif de la bouche à l'anus, on peut imaginer que si elle est très agressive et qu'elle dégrade chacun des organes les uns après les autres ou tous en même temps, au bout d'un moment, la médecine ne peut plus suppléer à des organes qui ne fonctionnent plus et qu'on puisse en mourir. Donc on pourrait décéder des conséquences, oui, de cette maladie, mais moi, j'ai pas connaissance de cas de ce type. Après, je suis pas une experte en maladie de Crohn, hein, je connais surtout moi et ma pathologie. Mais moi, tel que je le vis aujourd'hui, c'est pas une maladie que je trouve mortelle, dans le sens où j'arrive à vivre, à travailler, à avoir des relations sociales. Et voilà, donc a priori, c'est pas une maladie. On va pas en mourir tout de suite, quoi. Et justement, ça fait partie de la composante d'ailleurs de ce type de maladie chronique où on sait qu'il va falloir courir un marathon avec cette maladie. Donc, c'est pour rejoindre la question par rapport à l'évolution. Je vois pas la maladie de Crohn comme une maladie évolutive, sans ce qu'on peut trouver dans les scléroses en plaques ou au niveau de Parkinson. Enfin, il me semble que ce sont des maladies qui évoluent comme ça, qui sont dégénératives. Dans Crohn, en tout cas dans le mien, à chaque fois que j'ai une période de rémission, les tissus ont le temps de cicatriser, de faire peau neuve, etc. Ce qui est parfois pas le cas dans certaines maladies où les choses dégradées le sont et on ne peut plus aggrader notre état. Alors la colite collagène en soi n'est pas une maladie mortelle, elle n'est pas particulièrement grave. On pourrait supposer que si l'état général se dégrade de manière trop importante, il pourrait éventuellement y avoir des conséquences qui, elles, pourraient être dramatiques, mais la pathologie en soi n'est pas mortelle. Pour la question de l'évolution, c'est une pathologie qui évolue pas en termes de... qui ne dégénère pas, en tout cas de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Par contre, elle fonctionne par poussée, par crise, qui elles par contre peuvent être plus ou moins sévères et peuvent durer plus ou moins longtemps, mais c'est tout. Moi, je connais pas les causes de ma maladie. Quand j'en discute avec des professionnels de santé et notamment mon gastro-entérologue, euh, tout le monde conclut au fait que c'est multifactoriel. Et ça, on peut le retrouver dans la diversité des traitements auxquels on a accès quand on a une maladie de Crohn. Et ça montre bien qu'on essaye de jouer de tirer sur différentes cordes euh, qui sont différents facteurs reliés à la maladie. En tout cas, on joue plutôt sur les symptômes et pas sur les causes, mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a une palette sur laquelle on peut appuyer pour essayer de rendre la vie plus confortable. Non, on ne connaît pas la cause de ma maladie, on en connaît la nature, donc qui est donc un problème auto-immun. Par contre, en ce qui concerne la cause, il n'y a pas suffisamment d'études là-dessus, encore moins concernant les colites microscopiques. Pour savoir, pour avoir une réelle cause, une réelle piste de cause à privilégier. En revanche, on a tendance à croire, à penser que c'est multifactoriel, qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, et que probablement ça serait peut-être une addition de plusieurs facteurs favorisant la survenue de cette pathologie qui déclencherait la maladie en elle-même. Mais il n'y a pas d'études suffisamment sérieuses et d'investigations suffisamment poussées pour pouvoir en déterminer la cause réelle. Donc non, je connais pas la cause de ma pathologie. Dans mon cas, les symptômes principaux qui font que j'observe qu'il y a un souci, ce sont les diarrhées. Si je laisse un peu traîner, ça va être accompagné de douleurs abdominales assez fortes, de spasmes. Les diarrhées vont augmenter en intensité et en nombre jusqu'à me réveiller la nuit.
Il peut y avoir des moments, d'incontinence et puis, à tout ça, forcément, s'accompagne, une perte de poids et pour certaines personnes, moi, c'est pas souvent le cas, il y a des vomissements aussi, il y a eu des nausées, voilà, plein d'inconforts, digestifs, en fait. Alors, les principaux symptômes de la colite collagène, ce sont la diarrhée hydrique chronique, pas la diarrhée quand on a une gastro, réellement une diarrhée hydrique très agressive, très acide. La grande fatigue, vraiment intense et quasiment permanente. Dans mon cas, la perte d'appétit, la perte de poids et cet effet yo-yo parce qu'entre les traitements, donc la prise de cortisone par exemple, et le temps des crises où réellement on se vide en fait, on ne garde rien, il y a une prise de poids et une perte de poids en effet yo-yo qui est assez importante. Ça va de l'ordre de 10-20 kilos par an, voire sur 6 mois, selon les crises et selon les personnes. Il y a les douleurs abdominales, évidemment. Alors dans ma pathologie, ça peut être autant de l'aérophagie que des coliques, que des spasmes et des irritations qui peuvent remonter jusque dans la poitrine par irradiation en fait. Et alors ça, c'est pas un symptôme, c'est plutôt une conséquence de la prise d'un traitement, donc des perfusions d'anti-TNF-alpha. C'est que comme je suis immunodéprimée à cause de ce traitement, j'ai une fragilité qui s'est créée suite à ça, qui fait que depuis, systématiquement quand j'ai une perfusion, je développe une candidose œsophagienne en fait, qui peut remonter jusqu'à la bouche. Donc c'est pas un symptôme directement lié à la pathologie, par contre c'est quelque chose de pas agréable qui se vit régulièrement à cause des traitements. Il existe plein de traitements pour soulager des douleurs et puisqu'on est encore là à parler de la maladie de Crohn, on se doute bien qu'il n'y a pas de traitement pour le moment pour, guérir cette pathologie. Alors malheureusement non, il n'existe pas un traitement qui pourrait guérir cette pathologie, la colite collagène, pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est parce que la recherche n'est pas non plus très avancée. Dans le cas de ma pathologie, hein, j'entends bien. Ensuite parce que d'une personne à une autre, la pathologie ne sera pas aussi intense, aussi développée, elle se manifestera pas forcément de la même manière, donc fatalement les traitements qui seront nécessaires ne seront pas forcément les mêmes. L'autre raison, c'est parce que d'une personne à une autre, notre corps n'apporte pas la même réponse à un traitement ou à un autre traitement qu'une autre personne. On nous propose plusieurs traitements plutôt contre les symptômes et les douleurs que contre la pathologie en soi. Mais par contre, oui, du coup, dans le cadre des traitements contre la douleur et les symptômes, il en existe plein. Je dirais que principalement, ça serait plutôt des traitements. Alors là, je parle dans le cas où la pathologie est réellement installée et pas quand c'est les débuts ou quand ce sont de petites crises. Je parle vraiment en termes de pathologie vraiment installée dans le quotidien. Donc on peut nous proposer des traitements d'immunosuppresseurs, alors soit en cachet, soit en perfusion, soit en stylo. Et là, les traitements proposés varieront donc selon la personne, l'évolution de le degré de sa pathologie et la réponse qu'elle a au traitement. Ça peut être aussi des traitements à base de cortisone ou de cortisone systémique. Et ensuite, ce sont des antidouleurs, donc des antispasmodiques, des antidiarrhéiques, des ralentisseurs de transit, des anti-inflammatoires. Pas dans mon cas, mais voilà, on peut nous proposer un panel de traitements médicamenteux. Mais il n'y a malheureusement pas un traitement qui peut guérir la pathologie. Qui peut à la rigueur, un qui pourrait à la rigueur convenir pour une meilleure vie avec sa pathologie, et qui donc soulagerait les symptômes et les douleurs, mais pas un qui guérirait la pathologie. Alors, j'ai envie de dire, oui et non. C'est handicapant dans le sens où, oui, ça représente une difficulté supplémentaire, suivant l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que,
Quand je suis en rémission, bon, j'y pense, je pense quand même toujours à ma maladie, avant de faire des choix de sortie, avant, oui, de prendre des vacances, parce que, bah, il faut penser au traitement, il faut penser, à, voilà, aux tous les à côté, de cette maladie, à la prise en charge autour de la maladie. Et non dans le sens où, j'estime que j'ai une vie, quasiment, enfin, qui est complètement adaptée maintenant à ma pathologie et j'arrive à faire plein de choses. J'ai des activités de loisirs, j'ai intégré une équipe, dans un sport collectif. On peut vivre avec et en même temps, ça reste quand même un handicap. On n'a pas la même vie que quelqu'un qui n'a pas cette pathologie. En ce qui me concerne, au niveau du travail salarié, j'ai toujours travaillé quand j'étais dans des périodes de rémission, donc que ça allait bien. À partir du moment où ça s'est dégradé, ça correspondait à un moment où j'avais envie de monter mon entreprise. Donc c'est vraiment bien tombé parce qu'avec le fait d'être à la tête de mon entreprise, ça me permet d'adapter mon rythme, d'adapter mon volume de travail, etc. Alors dans mon cas, oui, c'est extrêmement handicapant dans mon quotidien, tant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, de ce fait, je n'ai pas de vie professionnelle, je suis reconnue adulte handicapée. C'est handicapant dans le sens où les diarrhées hydriques en fait m'ont amené à la longue à être incontinente. Et vous pouvez imaginer, je pense, que c'est difficile de concevoir euh, de pouvoir vivre normalement, de pouvoir sortir normalement et de travailler dans un milieu classique quand on a de l'incontinence, de réelles incontinences, avec une pathologie comme ça. Parce que concernant le travail, au niveau de l'employeur, quand vous êtes salarié et que tous les mois, tous les 15 jours ou tous les 2 mois, parfois quand tout va bien, vous êtes en arrêt maladie pour une durée entre guillemets indéterminée, généralement, l'employeur n'aime pas spécialement ça. Donc, moi, mes crises se sont de plus en plus rapprochées jusqu'à temps de devenir qu'une seule crise continue. Donc, clairement, la médecine du travail m'a dit vous ne pouvez plus travailler en milieu classique. Donc oui, c'est handicapant. Et c'est un frein aussi à l'embauche, et ça je tiens à le dire parce que comme j'ai pas eu de. Enfin, à cette époque-là, j'avais pas de poste fixe, j'étais quand même régulièrement en recherche d'emploi. Et si j'avais le malheur de parler de ma pathologie, c'était rédhibitoire, c'était discriminatoire, mais malheureusement, c'est la réalité encore actuelle. Et puis pour plein d'autres raisons, parce que là par exemple, j'étais en train de penser au niveau alimentation. Moi, par exemple, je ne mange qu'une sorte d'aliments. Ce qui fait que ça pourrait aussi être très handicapant dans une vie sociale, si j'en avais une, parce que, on peut imaginer tout un tas de situations où ça pourrait poser problème. Donc oui, c'est une pathologie extrêmement handicapante au quotidien dans, je dirais, quasiment tous les domaines. A priori, non. Après, j'imagine que on peut se transmettre un terrain qui va être plus ou moins propice au développement de certaines pathologies. Enfin voilà, mes parents n'ont pas la maladie de Crohn, par exemple, et moi je l'ai. Après, je sais qu'on a un terrain des deux côtés de ma famille où les intestins ont été malades, voilà, dans les générations précédentes. Il n'est pas dit non plus que si je devais avoir des enfants, je transmettrais le petit cadeau en plus à la naissance. Et c'est héréditaire. Alors là, je pourrais pas répondre parce que on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. On peut supposer que quand on a une fragilité à ce niveau-là, au niveau digestif, il puisse y avoir un terrain héréditaire donc qui se transmet comme ça de génération en génération et qui va peut-être faire en sorte que si on est fragilisé, on sera peut-être plus sujet à développer, à déclarer, je ne sais pas quel terme on pourrait employer, mais à finir par avoir cette pathologie-là. Après,
Il n'y a rien qui est prouvé non plus à ce niveau-là. Mes parents n'ont pas cette pathologie-là. Personne dans ma famille n'a cette pathologie-là. J'ai pas d'antécédents qui pourraient se rapprocher de ce type de pathologie. Donc la question de l'hérédité, je peux pas y répondre parce qu'en fait on peut pas y répondre tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut juste supposer qu'il y a un terrain fragilisé à ce niveau-là, au niveau familial, qui puisse faire qu'on sera plus facilement touché par ce type de pathologie ou pas. Mais ça s'arrête là parce que quand j'aurai des enfants, si j'ai des enfants, il y a autant de chances, j'ai envie de dire, il y a autant de chances que je le transmette que je le transmette pas, on n'en sait rien. Donc peut-être qu'un jour, la science arrivera à lever ce mystère, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Moi, j'ai commencé à être malade aux alentours de mes 18 ans. On m'a diagnostiqué 1 an plus tard. Donc il a fallu, voilà, une bonne année d'aller, en allant de médecin en médecin, d'examen en examen pour, finalement, heu, bah, avoir besoin que la maladie s'exprime totalement, d'une manière assez sévère pour que, y ait des examens aussi, plus importants qui soient, mis en œuvre comme, voilà, la coloscopie et où, j'ai eu un transit du grêle aussi. Donc la coloscopie à ce moment-là avait confirmé, la maladie de Crohn. Alors moi, je suis tombée malade à l'âge de 22 ans. J'ai été diagnostiquée 6 mois plus tard. Dans un premier temps, en fait, j'avais été voir mon médecin traitant et qui m'a orientée vers un gastro-entérologue. Et cette gastro-entérologue, m'a fait passer une coloscopie tout simplement, qui a donc révélé, avec les résultats des biopsies, qu'effectivement j'étais atteinte donc d'une colite collagène. Alors j'ai fait un petit calcul et je pense que, j'ai eu besoin de 5 à 6 ans pour avoir un traitement qui me corresponde bien. Après, comme, j'en ai parlé dans les questions précédentes, cette question du bon traitement, elle est à relativiser aussi. Il y a différents stades de la maladie, pour lesquels des traitements vont être plus ou moins appropriés. Moi, je sais que, bah, donc je suis passée comme beaucoup de personnes par les corticothérapies, les immunosuppresseurs et puis, et donc, au sein de ces 2 grosses familles, différents, protocoles et puis jusqu'à ce qu'on me propose, les anti-TNF-alpha et où là, vraiment, pour moi, ça fonctionne très bien. À un moment, les anti-TNF ont commencé à enfin, un type d'anti-TNF a commencé à moins bien fonctionner, ce qui fait qu'on a essayé de me switcher sur un autre et là, par contre, je répondais pas du tout. Alors c'est vraiment intéressant, à voir parce que ça rejoint aussi cette question de, quelles sont les causes de notre maladie. Hem, les traitements qu'on a, aujourd'hui, vont traiter, l'inflammation puisqu'on connaît pas la cause. Mais on voit bien qu'on a tous une inflammation, propre, individuelle. Puisque moi, par exemple, comme beaucoup de gens, je réagis bien aux anti-TNF-alpha, qui sont donc des, médicaments qui vont permettre, de d'annuler, enfin d'effacer la protéine, de neutraliser la protéine, TNF-alpha qui est produite, dans l'inflammation. L'autre médicament que j'ai essayé par la suite pour, essayer de remplacer les anti-TNF, ciblait une autre étape du facteur inflammatoire qui était un petit peu en amont de la fabrication de la protéine, TNF-alpha et moi, chez moi, clairement, j'ai pas du tout, répondu à ça. Donc ça montre bien que, on va avoir, voilà, différents traitements à différents moments. C'est pas dit que je fasse toute ma vie avec les anti, TNF, alpha. Alors comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon traitement. En tout cas, on peut peut-être parvenir à un traitement qui nous convienne et qui apaise, on va dire, notre quotidien. Malheureusement, moi dans mon cas, au bout de 9 ans de maladie, j'ai pas trouvé réellement de traitement qui me convenait suffisamment pour vivre de manière satisfaisante pour moi. J'ai eu des stades dans ma vie, enfin dans ma maladie où certains traitements pouvaient me convenir mais qui n'ont duré qu'un temps. Et à l'heure actuelle, avec mon gastro-entérologue, on a malheureusement épuisé toutes les solutions médicamenteuses qu'il existe pour l'instant. Et donc j'ai fait le choix d'être stomisée prochainement.
Donc, à mon sens, je n'ai jamais trouvé de bon traitement, un traitement qui me convienne et qui me permette de vivre, si ce n'est de passer par la chirurgie qui, elle, par contre, j'espère, pourra m'apporter une certaine qualité de vie et de vivre plus sereinement. De vivre déjà, tout court, mais surtout de vivre plus sereinement. Oui et non. Il y a eu, en fait, c'est pas forcément la maladie qui a déclenché d'autres problèmes de santé, mais plutôt, les médicaments que j'ai ingérés. Dans le sens où, j'avais un très bon capital dentaire, par exemple et à un moment, bah, j'ai perdu des dents. Enfin des dents, j'ai perdu une dent, un morceau de dent, mais c'était tellement traumatisant que j'ai l'impression d'avoir perdu toutes mes dents et ça, je me souviens que c'était, hyper dur et puis ça voilà, ça a commencé à vraiment détériorer, l'état de mes dents. Ça a été, très difficile à vivre. Après, la maladie de Crohn, ça fait partie d'une grande famille, de maladies, auto-immunes et donc on a observé qu'on pouvait avoir, plusieurs maladies, qui font partie de cette famille-là. Et moi, j'ai eu un doute à un moment parce que j'ai eu des douleurs articulaires, donc j'ai eu un doute, par rapport au fait d'avoir une maladie de ce type-là et puis finalement, il s'avère que c'était peut-être juste, à cause de l'effet yo-yo aussi qu'on a au niveau du poids. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, de fluctuations au niveau du poids, quand on a une maladie de Crohn et du coup, les articulations s'habituent, soit à être à 20 kilogrammes de moins, 20 kilogrammes de plus et en fait, c'est les moments où on change de poids que les articulations sont, un peu mobilisées et peuvent être douloureuses. En tout cas, dans mon cas, c'était comme ça. Donc voilà. Après, les problèmes de santé ils sont liés surtout aux effets secondaires des médicaments. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Ouais, peau et dents, c'était vraiment ça le plus compliqué. Sécheresse aussi. Alors, la maladie en elle-même a déclenché des problèmes de santé, je dirais oui et non. En tout cas, pas de manière certaine. Le seul problème de santé qui est survenu chez moi récemment, pour lequel on émet un doute quand même raisonnable sur le lien qu'il pourrait avoir avec la pathologie que j'ai, donc avec ma colite collagène, c'est absolument hypothétique. C'est le fait que j'ai déclenché une hypothyroïdie et j'ai pu constater dans plusieurs pathologies de l'ordre des Mickey, il y avait des problèmes thyroïdiens, il y avait des dysfonctionnements thyroïdiens. Et étant donné que là, on n'a pas pu déterminer la nature, la raison de mon hypothyroïdie, puisque pour le coup, ça n'est pas auto-humain, ça n'est pas une maladie d'Hashimoto. Il n'y a pas eu d'événements particuliers qui se sont passés. C'est quand même un peu étrange. Donc on laisse ce doute concernant ce problème de santé-là. En revanche, des problèmes qui sont survenus en rapport avec la pathologie, je dirais que c'est plus des conséquences des traitements qu'on peut prendre, comme la sécheresse oculaire, la sécheresse générale, la sécheresse buccale, dans mon cas les candidoses œsophagiennes et buccales, la prise de poids à cause de la cortisone, la pilosité qui augmente aussi, toujours à cause de la cortisone, toujours à cause de la cortisone, elle en fait celle-là, hein, toujours à cause de la cortisone, des problèmes, enfin des problèmes, une dégradation au niveau de la dentition. Ouais, ça pourrit les chicots, ça quand même pas mal. J'ai également eu étrangement, enfin au début pour moi c'était étrange, mais en fait mon kiné me l'a expliqué. J'ai eu des problèmes de déplacement de vertèbres, de cervicales, qui en fait, j'ai su après, étaient liés à cet effet yo-yo par rapport au poids. La prise de poids, la perte de poids, la reprise de poids, la reperte de poids. Le corps essaye de s'adapter et de compenser par les muscles qui eux-mêmes en fait viennent pousser sur les os et qui peuvent finir par du coup décaler les vertèbres. Donc pour moi c'est pas une pathologie, enfin c'est pas une pathologie mais c'est un problème qui découle indirectement de la maladie en elle-même. Et je réfléchis après à d'autres conséquences. Et les conséquences qui sont liées aux diarrhées, donc des conséquences anales, entre autres. Et voilà, je pense que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, mais je pense que c'est tout. Alors au niveau des groupes d'échange, à une époque, je faisais partie d'un forum, de malades. C'était super chouette.
Et puis, je crois qu'il n'existe plus. Maintenant, je pense que c'est remplacé par des groupes, sur Facebook ou des choses comme ça. Il y a aussi l'association, François Aupetit, l'AFA, donc qui, doit proposer, suivant, les dynamiques, locales, des espaces de parole et cetera. Et puis il y a aussi, des réseaux, donc là ça j'ai découvert ça un peu plus récemment, des réseaux quand on est entrepreneur et qu'on a une maladie chronique. Il y a aussi des choses qui existent pour, voilà, pour parler de notre quotidien en tant que malade. Alors c'est pas spécifique à la maladie de Crohn, mais en tout cas c'est intéressant. Et puis, au niveau des centres spécialisés, donc moi j'ai découvert, quand j'ai été prise en charge à Paris, que, l'hôpital, vers lequel on m'avait dirigée avait un service en fait qui était, spécialisé dans, la prise en charge, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, oui et non. Je connais des centres, des centres d'échange, des organismes, des associations, des choses comme ça. La plus connue qui est donc la FACRON, l'association François Aupetit. Mais, et les groupes qu'on peut trouver aussi sur Facebook également. Mais si vraiment je parle en termes de ma pathologie, ou même des colites microscopiques, des deux colites microscopiques, qui sont donc la colite collagène et la colite lymphocytaire, malheureusement on n'existe nulle part. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tiens cette chaîne, c'est pour ça que je tiens mon Instagram, que j'essaye de, pas de militer, le mot est un peu fort, mais que j'essaye d'augmenter notre visibilité. C'est parce que voilà, les organismes qu'on peut connaître, les groupes qu'on peut rencontrer en faisant nos recherches, nous on n'existe pas. Les gens ne connaissent pas, les Mikiens eux-mêmes ne connaissent pas, ça sera essentiellement tourné vers Crohn et RCH, ce qui est très bien. Euh, mais malheureusement, pour les colites microscopiques, il n'y a rien. Des centres qui seraient plus ou moins spécialisés là-dedans, il n'y en a pas. Récemment, une amie, de Cécile d'ailleurs, m'a parlé donc de l'hôpital dans lequel elle est suivie, qui a priori est un centre de référence assez important. Ils en savent probablement plus que dans d'autres centres hospitaliers, mais pas spécifiquement sur les coliques microscopiques, déjà parce que tout simplement en fait les recherches ne s'orientent pas vraiment vers ces pathologies-là, parce que c'est une pathologie qui est trop rare pour être recherchée. Il n'y a que 600 cas par an en Europe, donc ça n'intéresse pas vraiment, on va pas se mentir. Euh, Après, il faut savoir que dans le peu d'études qui ont été faites, c'est une pathologie qui normalement touche essentiellement les femmes de plus de 65 ans, ce qui n'est donc du coup absolument pas mon cas. Donc je vais être encore plus un cas particulier. Bien que les pathologies, enfin les malades de pathologies comme ça, sont malgré tout de plus en plus jeunes et on commence à s'en rendre compte et donc on commence réellement à s'interroger. Mais à l'heure actuelle, moi en tout cas, je ne peux pas me retourner vers un centre particulier parce qu'ils ne sauront rien me dire de plus en fait. Donc oui, je connais des centres sur les Mickey, sur les maladies de Crohn, sur les RCH, mais pour ce qui est des maladies qui sont dans le groupe des Mickey mais qui sont plus rares, comme la colite lymphocytaire, la colite collagène ou la maladie de Poic, c'est un peu le vide, en fait. C'est un peu le néant. Alors, des astuces pour améliorer le quotidien, je dirais dans un premier temps la qualité de vie, enfin de soigner, son hygiène de vie, pas de manière, ascétique, hein, mais, vraiment de prendre du plaisir dans les moments où ça va bien, prendre du plaisir à manger, prendre du plaisir dans nos relations sociales, prendre du plaisir, dans nos loisirs, enfin voilà, choisir vraiment des activités qui nous font du bien. Donc ça vaut pour des personnes malades ou pas, hein, d'ailleurs, mais je pense que quand on est malade, on est plus, sensible à ça. Et cette question du réseau autour de nous, je le vois beaucoup chez des personnes qui, au bout d'un moment, réalisent que ils ont déjà leur maladie à gérer, et puis d'avoir en plus des personnes voilà, qui créent pas de cercle vertueux avec eux, ça les plombe un peu. Donc cette question de qui je m'entoure, elle est hyper importante à un moment donné. Donc après, bon, ça c'est la sensibilité de chacun qui fait qu'on va faire des choix. Je crois qu'il faut pas avoir peur non plus d'expliquer sans en faire des caisses, mais d'expliquer justement aux gens qui nous entourent et qui nous soutiennent, ben, en quoi ça consiste, quelles sont nos difficultés du moment,
celles qu'on peut avoir à un moment, elles peuvent avoir changé. Donc, de pas hésiter de leur, enfin voilà, d'avoir un peu de pédagogie en fait avec les personnes qui nous côtoient au quotidien. Également, comme on est sur une maladie au long cours, l'idée c'est de relever aussi ce qui va bien. Et je pense notamment à chaque fois qu'on est en contact avec le milieu médical, ce qui arrive quand même relativement souvent, il y a plein de fois où ça va mal se passer, où ça va être douloureux, où on va pas être respecté, où voilà. Et puis il y a plein de fois où ça va très bien se passer. Et donc l'idée c'est de, enfin moi c'est ce que j'applique maintenant aujourd'hui, c'est de vraiment remercier les personnes qui font bien leur boulot, qui ont du plaisir à le faire, qui sont à leur place, et de pas relever ce qui va pas bien. Après quand je dis ne pas relever ce qui va pas bien, ça m'est déjà arrivé de porter plainte envers un personnel soignant parce que là vraiment ça avait dépassé des limites. Donc je dis pas non plus d'accepter que ça se passe mal, mais j'ai juste de poser des limites et de savoir souligner quand ça va bien. Alors, des astuces concrètes, non. Des pistes à explorer de manière individuelle, oui. Je dirais que la première, c'est... En fait, je vais prendre surtout mon cas, étant donné que, d'ailleurs ça je ne l'ai pas abordé dans les questions précédentes, mon plus gros problème, le plus gros problème auquel je dois faire face vis-à-vis de ma pathologie, c'est l'angoisse que ça génère en moi, mais qui est démesurée et qui est surtout constante, permanente, qui est jour et nuit, non-stop, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dois faire, et qui est exacerbée par certaines situations. Donc le premier conseil, je vais plutôt dire ça, le premier conseil que je donnerais moi, c'est de tout faire pour diminuer cette angoisse, en tout cas de tout mettre de mettre en œuvre le maximum de choses pour que l'angoisse puisse être amoindrie. Donc dans mon cas, ça se traduit par le fait de toujours avoir besoin de prévoir un plan B, un plan C, un plan D pour les situations vers lesquelles je vais, où je sais que je vais être en angoisse. Le fait de sortir, de devoir aller à mes perfusions par exemple, comme j'ai ces angoisses d'être malade, d'être en crise et d'être en incontinence à ce moment, enfin d'avoir de l'incontinence à ce moment-là, le plan B ça va être de mettre une couche, de se dire jusqu'à la dernière minute que on peut toujours faire marche arrière, c'est pas grave, on le fait comme on le sent. Et donc j'en viens à mon deuxième conseil qui est dans tous les cas, de se fier à soi et vraiment de ne se fier qu'à soi, dans le sens où on se connaît et on connaît notre corps et notre pathologie et nos ressentis mieux que personne. Donc il n'y a que vous qui puissiez savoir si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Et si ça ne le fait pas et si ça vous angoisse trop, ne le faites pas. Pour moi, il faut vraiment, vraiment se fier à soi parce qu'après, c'est nous qui payons les conséquences de ce qui va se passer. Donc si on peut les éviter, il faut n'écouter que soi. Ça, c'est un conseil que moi, j'applique depuis tout récemment, mais que depuis que je l'applique, ma vie est moins dramatique. Ensuite, je pense que j'ai besoin aussi d'aborder le fait que, à mon sens, il faut se forcer à prendre du temps pour soi, parce qu'on n'en a pas toujours l'envie, mais il faut vraiment se forcer à prendre du temps pour soi pour faire quelque chose qu'on aime, parce que sinon, si vous êtes dans le même cas que moi, ça va tourner en boucle dans votre tête. Le fait, par exemple, que moi je suis enfermée chez moi parce que je peux pas sortir, fatalement, j'ai tout le temps de penser, de cogiter, et je réfléchis beaucoup, et trop, et ça aggrave les crises, ça aggrave la pathologie. Donc il faut absolument arriver à trouver quelque chose qui nous plaise et où on puisse passer du temps adapté encore une fois à l'état dans lequel on est, mais c'est absolument nécessaire pour déjà ne pas devenir complètement fou. Et on veut pas devenir fou, donc on fait tout pour ne pas le devenir. Donc ça oui, c'est très important. Ensuite, il me reste 2 points à aborder. L'avant-dernier point, c'est le fait, et là encore, c'est grâce à Cécile que j'ai compris ça récemment, c'est l'importance que ça peut avoir de communiquer, mais de communiquer y compris dans le sens de s'imposer quand on n'est pas d'accord ou quand on voit qu'ils ne comprennent pas, face à l'équipe médicale, face à notre équipe médicale. Donc se faire entendre de notre équipe médicale, je l'ai appris tard, mais pas trop tard. La preuve, depuis que je me suis exprimée largement et ouvertement auprès de mon équipe médicale, les choses ont bougé puisque j'ai ma date d'opération alors que ça faisait des mois, voire bientôt presque un an que ça traînait. Donc ça c'est le point aussi important, enfin le conseil que je peux donner. Parce qu'on assume le donner, n'est-ce pas Cécile, et que j'ai su aussi le recevoir et le mettre en œuvre. Donc oui, maintenant je peux dire qu'effectivement ça c'est important. Et puis moralement aussi, on vit mieux les choses dans le sens où on a un poids en moins. Et enfin le dernier conseil que moi je donnerais,
ma dernière astuce que je donnerais pour mieux vivre, enfin pour vivre au mieux le quotidien avec la pathologie, c'est, je pense d'ailleurs le plus important, c'est de communiquer, d'expliquer notre pathologie, d'expliquer nos douleurs, d'expliquer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, l'impact que peuvent avoir les choses sur nous, autant dans une situation que la pathologie en elle-même, parce qu'on a besoin de notre entourage pour être soutenu, pour aller bien, etc. Mais ils ne connaissent pas, en tout cas surtout dans ma pathologie, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Donc si moi je leur donne pas d'infos, si moi je leur explique pas comment je vis les choses, comment je ressens les choses quand ils me parlent ou enfin quand ils peuvent avoir par exemple certaines phrases qui pourraient être assez, enfin que je pourrais prendre mal et qui pourraient me blesser, ils vont pas comprendre pourquoi parce que si je leur explique pas ils peuvent pas le comprendre. Et donc si je leur donne pas, si on leur donne pas toutes ces infos, ils ne peuvent pas nous comprendre et donc ils ne peuvent pas être empathiques à des douleurs qu'ils ne perçoivent pas. Je pense que c'est important dans tous les cas, autant pour soi-même que pour les gens qui nous entourent, de comprendre, de savoir. Et puis la maladie et notre état évoluent en permanence et pour arriver à être en accord avec les gens aussi autour de nous et donc avec soi-même, je pense que c'est important d'en parler régulièrement et de ne surtout pas en faire un tabou, de une. Et de deux, qu'il y ait un échange mutuel en fait entre l'entourage et nous. Pour que eux puissent nous dire bon bah c'est bon là tu me saoules un peu trop quoi avec tout ça et à l'inverse pour que nous on puisse pour que nous on puisse leur dire ben là ça va pas là ça se passe comme ça n'insiste pas pour que je mange ce plat là alors que je ne peux pas enfin bref, je parle un peu trop, mais il faut communiquer sur notre pathologie et donner les infos qu'on a et comment ça se passe pour nous. C'est, à mon sens, réellement essentiel pour trouver un certain équilibre avec nos vies qui sont déjà bien, bien assez compliquées. À ma connaissance, non, rien de spécifique à la maladie de Crohn en tout cas. Après, comme n'importe quelle personne qui voit sa qualité de vie dégradée à certains degrés, on peut, à un moment donné, si on estime que c'est déjà le bon moment, qu'on est prêt et que c'est, comment dire, objectivement, il y a vraiment une dégradation, on peut faire une demande de reconnaissance du handicap auprès de la MDPH, à la maison des personnes, la maison départementale des personnes handicapées, un truc comme ça. Et dans ces cas-là, on peut avoir donc une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et ou une allocation adulte handicapé pour nous soutenir donc financièrement dans la mesure où on a des difficultés à travailler. Alors là, je ne parlerai que de ce que je connais parce que je n'ai pas suffisamment d'informations sur toutes les aides qui peuvent exister. Je sais qu'il existe l'AAH, donc allocation adulte handicapé, dont il faut faire la demande auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui peut être mise en place pour aider en fait à vivre au quotidien, pour pallier un salaire qu'on n'a pas. Il existe également la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est une reconnaissance qui est très, qui peut être très utile quand on a la possibilité de travailler en milieu dit classique, parce que tout simplement, ça nous apporte des avantages qu'on n'a pas en temps normal, comme la possibilité d'aménager éventuellement soit le poste en lui-même si l'entreprise, si notre employeur peut le faire, soit d'aménager notre planning, nos horaires de travail. Et avec la RQTH, il faut savoir aussi qu'il y a une tolérance au niveau de l'employeur qui de toute façon, il n'a pas le choix, mais ça entraîne une tolérance au niveau des jours d'absence pour des raisons, pour des besoins médicaux, comme par exemple si vous devez aller faire une perfusion, etc. Au niveau de la justification que vous avez à donner à votre employeur, c'est bien moins lourd que si vous êtes simple salarié. Donc ça, c'est la RQTH, ça peut être très intéressant, enfin c'est très avantageux, très intéressant quand on a la possibilité, quand on a la chance de pouvoir travailler en milieu classique. Donc ça c'est les aides que moi je connais. Je sais aussi, mais beaucoup moins précisément, qu'il existe des aides pour les auto-entrepreneurs, enfin pour les entrepreneurs, qui peuvent être demandées
au niveau de l'État, donc. Mais par contre, après, là, je m'avancerai pas parce que je sais pas plus spécifiquement si c'est des subventions, si c'est des prêts, si c'est... Mais je suppose que oui, il peut y avoir toutes ces choses-là, peut-être un accès à des prêts plus facilement, peut-être des aides financières. Après, il y a également des choses qui peuvent être mises en place suite à une aide, justement. Je prends l'exemple de l'AAH, par exemple. Si vous avez l'AAH, il y a, sur certains points au niveau imposition, ça aide parce qu'on peut avoir quelques petits avantages, et dont une qui est quand même bonne à savoir et que ça, ils ne vous disent pas, c'est que si vous avez l'AAH, si vous avez le droit à l'AAH, il suffit de le déclarer aux impôts pour que déjà vous n'ayez pas de redevance télé à payer. C'est tout bête, mais c'est toujours bon à prendre. Après voilà, moi je connais pas plus d'aides qui puissent exister parce que dans mon cas, j'ai pas eu besoin non plus de me renseigner plus que ça. Mais il existe des aides, il existe surtout aussi des endroits où on peut aller pour être accompagné. Donc ça, c'est pas une aide financière, mais c'est une aide quand même pour être accompagné dans des projets, que ce soit professionnels ou personnels, ou pour les démarches administratives. J'ai fait le tour de ce que moi je connaissais en tout cas.